Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Télé Tchad, bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui devant votre téléviseur pour vous parler d'un problème crucial, d'un phénomène social qui est devenu un problème de santé publique. Eh bien, il s'agit de la consommation des alcools frélatés. Et sur ce plateau, nous avons comme invité Dr Nenodji Bayrou, médecin de santé publique, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences de la santé humaine, coordinatrice du programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues. Et Daouda Aladj Adam, économiste, secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs. Et enfin, professeur Mignanial Kaboro, professeur agrégé en réanimation, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences de la santé humaine. Bonjour à vous et bienvenue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord suivre ce reportage. Ces alcools frélatés ont plusieurs appellations. Kitoko, Player, Visa et bien d'autres. Ils se vendent au prix de 50 à 100 francs CFA par sachet dans les coins et recoins de la capitale. Les jeunes les consomment via diverses raisons. Autant pour moi, je pense que c'est juste pour se débarrasser de certains soucis. Et quand tu prends le prélaté, ça s'endort, ça t'empêche de réfléchir sur certaines choses. Malgré l'interdiction de la commercialisation et leur importation sur l'ensemble du territoire national, ces alcools inondent nos marchés. Sa consommation constitue un risque sanitaire. Et quand on prend par exemple ça, nous voyons ici la teneur en alcool, c'est 43%. Ça, c'est l'alcool pur. Et si nous prenons également ça, la teneur en alcool, ça fait 22%. Vous voyez, non? Et si nous prenons, à titre d'exemple pour que les consommateurs comprennent, si nous prenons par exemple la bière, ici ça c'est Castel, vous voyez, 5,2%. Ça c'est l'alcool pur. Il faut multiplier par combien pour obtenir ça? Ça veut dire que celui qui prend ce sachet-là prend au minimum 4 à 5 bouteilles de Castel, vous voyez. C'est ça le véritable danger. Et ce qui fait que quand les gens prennent là, immédiatement, ça les dégrade. Parce que le fait que ça contient de méthanol, qui, quand le consommateur prend ça avec le métabolisme, c'est-à-dire que quand on boit de l'alcool, là, le processus de transformation depuis l'estomac jusqu'au niveau pour que ça soit vraiment diffusé dans le sang, ça passe à travers le foie. Et arrivé au niveau du foie, le méthanol est transformé en forme aldéhyde et en acide formique, qui sont deux substances toxiquement, vraiment chimiquement très toxiques. Le forme aldéhyde, c'est ce qu'on appelle couramment aussi le formol, qui permet de conserver parfois les tissus d'animaux ou bien des tissus végétaux, vous voyez, non? Or, quand on consomme ce type d'alcool, le processus chimique qui est engagé, ça entraîne comment on appelle là, ça génère ces substances-là. Et ce qui fait que ça peut également créer déjà des lésions au niveau déjà de l'estomac, en commençant par la bouche, et au niveau par exemple de poumon. Ça peut créer ce qu'on appelle l'édème pulmonaire. Ça excite les jeunes à la consommation. Les interventions de cette spécialiste de la santé sont une invitation à une prise de conscience des consommateurs de ces produits, car la santé n'a pas de prix. Retour sur le plateau. Déjà, on entend par boissons frélatées les boissons dont la pureté est altérée par l'apport de substances étrangères, et c'est beaucoup plus des liqueurs de boissons en sachet d'origine et composition douteuse, telles que, je peux citer quelques noms, les pastis, Kitoko, Johnny, Tir, etc. Il suffit juste d'une petite quantité ingurgitée pour que la personne se retrouve dans un état d'ébriété. Alors, professeur Kaboro, comment expliquer la toxicité de ces boissons frélatées? Merci madame. La toxicité des alcools frélatés vient du fait que la composition, c'est l'éthanol, plus d'autres substances
notamment le méthanol. Le méthanol qui est l'alcool, c'est un alcool également, mais qui vient de la distillation du bois pourri. Et cet alcool, le méthanol, est un toxique qui, avalé à dose infinitésimale, c'est-à-dire à petite dose même, peut entraîner une atteinte de tout l'organisme. Et l'alcool, en général, l'éthanol, comme vous le savez, c'est une substance qui atteint tous les organes. Quand on observe l'alcool, l'alcool est détruit au niveau du foie et peut produire des substances toxiques, mais la dégradation qui entraîne des substances toxiques se voit au niveau de tous les organes. Est-ce qu'il y a des intoxications massives notifiées au Tchad? Bon, dans l'expérience, on n'a pas encore peut-être eu à rapporter des cas, mais c'est surtout des intoxications individuelles. Mais lors de grandes cérémonies, par exemple, il peut y avoir des intoxications massives. Et surtout, pour certains toxiques qu'on a pu observer, c'est à la force mortuaire surtout, qu'on observe certaines intoxications, mais qui ne sont pas liées à l'alcool proprement, mais il y a des intoxications criminelles qu'on a pu rapporter à l'hôpital général de référence nationale des Foix. Et ça s'est vu 2 cas dans les places mortuaires. Il n'y a pas encore des chiffres plus élevés? Non, on n'a pas vu des cas en nombre substantiel. Mais il faut avouer qu'il quand les choses se passent parfois, on n'arrive pas à les rapporter et ça reste dans la population et on n'est pas au courant de certaines choses. Mais c'est des cas qui arrivent à l'hôpital qu'on arrive à noter. Mais il faut savoir que les alcools prélatés, c'est différents types d'alcool. Ça va du rhum au whisky en passant par pastis, la vodka et tout ça, mais ça ne porte que le nom. Mais la composition exacte, on ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que le méthanol se retrouve en petite quantité quand même dans ces alcools-là. Donc, d'accord, merci. Ça, la toxicité. Docteur Nenodji, parlez-nous du programme national de lutte contre le tabac, l'alcool, les drogues et les activités, les luttes que vous menez. Ok, merci madame. Effectivement, le programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, c'est un programme qui a de larges domaines d'intervention, comme son nom l'indique. En dehors de la lutte contre le tabac, il y a l'alcool qui est là et les autres drogues également. Et donc, par rapport aux prérogatives de ces programmes, nous intervenons dans différents domaines. Mais ce qui est... Lesquels, par exemple? Bon, les différents domaines, j'allais dire ce qui est évident à dire, c'est que beaucoup plus, c'est dans la lutte anti-tabac que le programme a fait beaucoup des actions là-bas. Pour la simple raison que dans la lutte anti-tabac, il y a quand même des partenaires qui appuient. Et donc, par rapport à ce domaine, on a beaucoup fait des actions, que ce soit des actions en ce qui concerne, par exemple, la taxation des produits de tabac, ça vient du programme et à travers le ministère de la Santé, qui met en place, par exemple, cette politique qui permet d'augmenter. Ou aujourd'hui, on parle, par exemple, d'interdiction dans les lieux publics pour éviter que ceux qui fument intoxiquent les autres. Nous intervenons également dans les domaines, par exemple, de communication pour un changement de comportement, qui est crucial. Parce qu'il va falloir éduquer, informer les gens du danger qui les guette afin qu'ils prennent des précautions. Et c'est dans ce cadre de figure que nous sommes là aujourd'hui, pour parler de ce phénomène dont vous-même vous l'avez dit, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, surtout en milieu jeune. Vous avez suivi, je crois, les explications du professeur Kaboro. Les alcools frélatés, ce sont des alcools qui sont très toxiques, en petite quantité, mais quand on essaye
d'analyser la teneur en alcool pur qui est dans ce sachet. Parfois, c'est 10 fois, 5 fois dans les autres alcools qu'on trouve dans les Et là, bouteilles. dans votre structure, Voilà. quelles sont les actions que vous menez? Effectivement, c'est ça, je disais que aujourd'hui, si on est là, c'est l'action du programme national de lutte contre le tabac. C'est dans le cadre d'information, d'éducation et de sensibilisation. Mais au-delà de ça, avant d'arriver ici par rapport à ce sujet, il y a une stratégie qui a été déjà élaborée parce que si vous remarquez Laquelle? bien, pour la lutte contre ces boissons alcoolisées là, parce qu'en ces derniers temps, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup, parce que ce phénomène prend de l'ampleur. Donc il y a une stratégie qui a été élaborée et il y a également des textes qui sont en train d'être élaborés. Il y a certains qui sont déjà élaborés même, qui sont en circuit pour leur adoption. C'est pour essayer de voir comment agir sur ce phénomène-là. Parce qu'à travers ce phénomène, il y a beaucoup de jeunes qui se détruisent. Donc il y a beaucoup de choses que le programme fait dans ce sens. D'accord, on va revenir à vous. Ouais. Monsieur Daouda, en tant qu'association pour la défense des droits des consommateurs, quelles mesures avez-vous prises au niveau de l'ADC? Bon, il faut dire qu'en tant qu'organisation des consommateurs, c'est d'abord les actions d'information et de sensibilisation que nous menons dans nos différentes activités d'information sur les droits des consommateurs. Mais comme vous savez, nous sommes tous impliqués dans, n'est-ce pas, les aspects prévention. Parce qu'il n'y a pas mieux que la prévention, n'est-ce pas? Et donc dans la prévention contre les maladies non transmissibles, et quand on parle de maladies non transmissibles, l'alcool, le tabac font partie donc des facteurs de risque, n'est-ce pas, de ces maladies. Et dont nous voyons aujourd'hui ces maladies qui se développent, le cancer, donc vous savez, toutes ces maladies qui se développent aujourd'hui dans notre pays, et donc on ne connaissait pas assez. Donc l'alcool fait partie de ces produits, comme le tabac, comme les produits qui magie et autres, comme l'excès de consommation d'autres produits chimiques, etc., donc qui nuisent donc à la santé. Et mais aussi ce que nous travaillons avec en synergie à la fois avec le ministère de la Santé, mais aussi avec d'autres organisations comme la Croix-Bleue pour vraiment pousser le cadre réglementaire et législatif parce qu'il y a un désordre à ce niveau. Mais il faut dire que l'alcool est d'abord un des problèmes majeurs de santé, pas maintenant, même au début des indépendances du pays. Déjà, l'alcoolisme était un grand problème et ce qui a amené déjà en son temps les premières autorités à prendre des actes, un cadre réglementaire, une ordonnance qui réglemente et jusqu'à avoir un comité, n'est-ce pas, national de lutte contre le tabagisme, de l'alcoolisme présidé par le chef de l'État. Donc c'est pour montrer que ce problème d'alcoolisme ne date pas d'aujourd'hui, je dirais même peut-être même pendant l'indépendance, pendant la colonisation et puis jusqu'au début des années. Donc c'est un mal qui est là, mais il y avait un minimum de contrôle pour le débit de boissons et que cela qui existait. Mais avec les événements de 1979 qu'on a connus, il y a une déperdition de toute l'application des textes réglementaires. Et aujourd'hui, les gens ouvrent les bars comme ils veulent. On en consomme comme ils veulent, et puis les entreprises de fois bénéficient de fois de certaines exonérations de taxes et de conventions. Et c'est sur cette piste-là que nous, ADC, nous sommes élevés de manière très farouche à ces avantages que, n'est-ce pas, l'État donne à ces genres d'entreprises, surtout qui produisent des produits toxiques comme le tabac, comme l'alcool. Et peut-être vous avez suivi pendant plusieurs fois, nous nous sommes élevés contre ces avantages fiscaux qui rendent ces produits-là plus accessibles. Et voilà, nous sommes devant des situations où vraiment aujourd'hui, l'alcool est l'un des produits et le tabac l'un des produits les plus accessibles que le gaz, que le sucre, dont on a besoin plus pour vraiment produire à manger. Exactement. Alors, docteur Bayrou, comment peut-on faire pour mettre fin à ce désordre ambiant dans la distribution, la commercialisation, l'importation et la consommation de ces boissons? Bon, mettre fin, ce n'est pas quelque chose qu'il faut s'attendre à un résultat immédiat. Parce que vu déjà l'ampleur du phénomène, et c'est un phénomène qui est très complexe, je crois que nous avons soulevé ce problème la fois dernière, ce n'est pas un problème qui concerne seulement le Tchad,
c'est un problème régional. Et donc, pour agir efficacement afin de mettre fin, ça serait des actions régionales qui permettra. Et donc, c'est là la difficulté. Mais néanmoins, le Tchad essaye de faire ce qu'il pourra faire à travers le ministère de la Santé pour essayer de préserver ces populations contre ces méfaits. Et là, c'est ce que j'ai souligné dans mon intervention avant. J'avais dit qu'actuellement, il y a la stratégie qui a été élaborée. Et c'est la seule méthode pour agir. Parce que vous voyez bien, la lutte contre... C'est un référentiel juridique? Pardon? Un référentiel juridique? Non. Une stratégie, c'est des plans. On n'a pas besoin d'avoir un acte pour élaborer. Mais parallèlement à ça, il y a des textes aussi. Parce que c'est l'ensemble de tous ces documents qui permettent d'agir. Il y a des textes qui permettent, là, ça permet par exemple de faire la répression, de réglementer. Mais la stratégie, si aujourd'hui nous sommes là, cette action s'est conçue dans un document où il faut faire ça. Par exemple, il y a des gens qui sont chargés, par exemple, d'intensifier les communications, la sensibilisation, l'éducation de la population. D'autres qui s'occuperont également, par exemple, de la prise en charge dans les milieux hospitaliers. Par exemple, aujourd'hui, si nous conseillons, par exemple, à nos populations d'arrêter, et on sait pertinemment que ce sont des substances qui créent ce qu'on appelle la dépendance aussi. Et donc, une fois ces gens vont chercher à arrêter, il y a ce qu'on appelle le syndrome de sevrage qui va s'installer. Et il faut également agir dans ce domaine pour les accompagner. Donc, c'est une stratégie qui regroupe plusieurs domaines d'intervention. Et donc, le seul but, c'est d'améliorer ou bien de préserver la santé de la population. Et parallèlement à ça, il y a aussi des textes. Tout à l'heure, Daoud a parlé, par exemple, le comité ad hoc. L'initiative, c'est du ministère de la Santé, parce que c'est un ministère tutelle qui a aussi la responsabilité de veiller sur la santé de ces populations. Et c'est dans ce sens-là qu'on élabore, par exemple, des politiques, des textes, et on soumet à l'adoption. Et l'application de ces textes, maintenant, ça ne relève pas du ministère de la Santé, parce que la lutte contre ces choses, ces substances, évidemment, c'est une lutte qui est multisectorielle. Le ministère de la Santé, son domaine, c'est beaucoup plus, se rapproche du domaine des organisations de la société civile, c'est d'informer, mais aussi c'est de la prise en charge. Mais l'application des textes, il y a d'autres, d'autres ministères qui interviennent également. Et donc, il y a, dans ce comité, par exemple, ça implique également les autres ministères, les organisations de la société civile, etc., qui interviennent. Donc, voilà globalement ce que le ministère est en train de faire à travers le programme qui est rattaché au ministère. Et c'est une descente sur le terrain ou bien vous vous basez uniquement sur le document, sur le papier? Non. Parce que mais déjà, là, avec nous sommes l'ampleur que sur la le terrain, non? Oui. Évidemment. Mais là, nous sommes sur le terrain. Nous sommes en train d'utiliser votre canal là pour passer l'information sur la toxicité liée à ces boissons. Et dans les jours à venir, nous avons prévu également descendre même dans les universités, dans les établissements, parce que vous savez bien que c'est un phénomène qui touche beaucoup plus les jeunes. Vu l'accessibilité financière, parce que c'est vendu à des prix très dérisoires, 25 francs, 50 francs, vous voyez, ce sont les enfants qui accèdent à ça. Et donc notre cible majeure, c'est d'abord la jeunesse. C'est pourquoi dans les semaines qui suivent, vous allez voir, nous allons descendre même dans les établissements, dans les universités, pour pouvoir encore conseiller, informer, sensibiliser ces jeunes. Donc on ne reste pas au bureau. On fait le travail du bureau, c'est pour concevoir les politiques, les stratégies. Mais leur application, c'est sur le terrain. Voilà. Alors, professeur Kaboudo, je reviens vers vous en ce qui concerne les conséquences sur le consommateur. On parle des conséquences telles que l'accélération de la circulation sanguine ou des dilatations des vaisseaux sanguins. Expliquez-nous comment cela ça se passe. Bon, j'aimerais revenir un peu sur votre question concernant la lutte contre ces alcools-là. Je crois que je vais dire très rapidement que cette lutte est une lutte difficile parce qu'il s'agit de heurter des problèmes de grands intérêts. Les grands intérêts des sociétés qui viennent s'implanter ici, c'est pas
c'est pas pour nous aider qu'on vient implanter ce genre d'industrie dans nos pays. C'est pour détruire la jeunesse, je dirais. Parce que, sachant que c'est un produit qui entraîne la dépendance, quand on prend, arrivé à un certain moment, on ne peut plus abandonner. Donc, c'est un problème d'une lutte qui sera difficile, parce qu'on va avoir des grands intérêts au niveau international d'abord, pour ces sociétés-là, mais au niveau interne, au niveau du pays, on heurte également l'intérêt de ceux qui vendent, qui font le trafic de ce produit-là. Bon, et comme M. Daouda disait, il y a le problème aussi des ignorations qu'on fait, hein, et ça facilite l'entrée de ce genre de produits. Mais il faut avouer que ce qui rentre légalement, je ne sais pas, mais c'est par contrebande surtout que ces produits arrivent sur le terrain. Donc la de lutte manière frauduleuse, difficile. Bon, je reviens pour venir à votre question. Sur les conséquences. L'action de l'alcool sur l'organisme, comme je disais, c'est l'alcool agit au niveau de l'organisme à tous les niveaux et au niveau des vaisseaux, ça entraîne une vasodilatation, une dilatation des vaisseaux au niveau, surtout au niveau cérébral, au niveau du cerveau. Et cela entraîne très rapidement des troubles de comportement. Que vous voyez, quand on observe quelqu'un prendre l'alcool très rapidement, il a des comportements qui sont tels que il n'arrive plus à se contrôler. Parce que au niveau du système nerveux, le système nerveux contrôle deux entités qui se battent. Il y a un côté du cerveau qui favorise le bon côté de l'homme, la maîtrise de soi, le bon comportement dans la société, hein, on se respecte, on respecte les autres. Tout ça, c'est un côté qui contrôle. La vision saine des choses, je dirais. Mais il y a un autre côté du cerveau qui contrôle le côté négatif des choses. On n'a plus honte. On peut être nu, ça ne peut pas être un problème. Donc, ces deux entités que le cerveau contrôle sont en équilibre. Donc, on peut bien se comporter. Mais dès qu'on prend l'alcool, et que l'alcool agit sur le comportement, le côté qui valorise l'homme, qui montre le bon aspect, le bon côté de l'homme, pèse beaucoup plus. Et c'est l'autre côté qui montre et qui essaye de pouvoir se mettre en valeur. Et finalement, l'homme perd son contrôle et il se comporte, il n'a plus honte, même s'il est sale, même ça ne lui dit absolument rien. Et dites-vous que quand l'alcool agit comme ça, je disais que tous les organes sont atteints, mais l'atteinte des organes peuvent entraîner des maladies. Comme M. Daouda a dit, il y a quelques rapportés. On peut dire que beaucoup de maladies sont liées à la prise d'alcool. Mais paraît-il que cet alcool a des effets analgésiques? Oui, l'alcool, on connaissait depuis, hein, c'est-à-dire que c'est l'un des analgésiques les plus anciens, je dirais. Parce que, arrivé à un moment de l'anesthésie, on donnait l'alcool à boire et puis peut-être un coup de marteau sur la tête et puis on tombe dans les vapes et puis on peut vous opérer. Donc ça supprime la douleur, mais bon. Ça soulage, mais est-ce que ça élimine les causes? Les causes? Les causes, par exemple, de la douleur. Non, non, l'alcool, la douleur, la cause, je dirais les causes sont nombreuses. Donc, c'est pas ça qui va supprimer la cause de la douleur. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent uniquement pour, comment dirais-je, noyer des problèmes ou des soucis. Bon, ça, c'est un faux problème.
Mais ça ressurgit dès qu'ils retrouvent leur lucidité. Oui, mais l'alcool ne peut pas éliminer les soucis. Vous savez bien que l'alcool ne peut pas éliminer les soucis. Vous prenez le temps que vous oubliez ces choses-là, vous êtes un peu content, vous fredonnez des chansons, ou bien vous devenez agressif, vous faites ce que vous voulez. Mais dès que tout cela, l'alcool est éliminé de l'organisme, bon, mais vous retrouvez votre état, votre vrai état, et tous vos problèmes qui étaient oubliés remontent encore à la surface et vous êtes encore devant vos problèmes. Donc, l'alcool n'a aucunement une action sur les soucis. Empêche même de réaliser des actions pour régler ces problèmes-là. Au lieu d'essayer de trouver des solutions, on fuit les problèmes et puis on se retrouve devant l'alcool pour pouvoir... Et la plupart des jeunes qui prennent ces produits, ils disent que oui, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Bon, c'est vrai que quelque part, on rejette la responsabilité sur l'État. C'est tout à fait normal que on regarde l'État, puisque l'État c'est le pourvoyeur du travail. Mais il faut aussi une responsabilité personnelle. Il faut essayer de dépasser, essayer de chercher à dépasser ces problèmes pour ne pas s'adonner à ça. C'est pas en buvant l'alcool qu'on peut résoudre ces problèmes. Et encore, quand c'est l'alcool frelaté qui vise les yeux, cela va détruire l'avenir du pays. En parlant de l'alcool frelaté, parce que c'est en sachet-ci, on ne sait pas, on doute de l'origine et des ingrédients. Mais il y a parfois des boissons fabriquées en respectant les règles de l'art, mais leur conditionnement et la conservation, si elles sont mauvaises, elles s'avèrent dangereuses pour la santé. Oui, mais d'ailleurs, tout produit mal conservé peut devenir toxique. Et donc, l'alcool ne peut pas être en dehors de ça. Mais tous ces sachets, tous ces alcools-là, en sachet, on parlait de leur composition. Mais leur composition, même si on ne connaît pas totalement la composition, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de méthanol dedans, qui dérive de la distillation du bois pourri, comme je disais. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas, nous n'avons pas de laboratoire pour pouvoir analyser la composition ici, ou bien peut-être qu'il faut se référer au psychographe pour pouvoir voir s'ils peuvent nous montrer exactement la composition. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un mélange de beaucoup de produits dont on ne connaît pas exactement l'origine. Mais pour ceux-là, les sociétés qui sont là... On va revenir, Monsieur Daouda, dans un communiqué. L'ADC a interpellé les autorités en charge du commerce, de la santé, à la vigilance au contrôle des aliments vendus sur le marché. Et cela faisait plutôt suite à la découverte d'un réseau de fabrication et distribution du sucre frelaté dénommé Bravo, tout en invitant le gouvernement à poursuivre les investigations pour évaluer la quantité écoulée et remonter toute la filière et éventuellement la chaîne de production d'autres produits frelatés similaires et sanctionnés sévèrement conformément les auteurs. Est-ce que cela a été fait dans le même cas que les alcools? Vous savez, de manière générale, au-delà des alcools, je dis, nous, comme l'ADC n'a manqué de le dire, nous sommes exposés quotidiennement à une véritable situation d'insécurité alimentaire. C'est tous les produits. L'alcool est un des produits aujourd'hui, c'est un sujet qu'on débat aujourd'hui. Le sucre est une réalité, vous avez des sucres que les gens... Et c'est toujours... Vous avez des opérateurs économiques véreux ou des petits intermédiaires qui se lancent dans ça, ou bien des piments qu'on fait. Tout cela est dû au fait qu'il n'y a pas un suivi de l'application des normes sur la matière de sécurité des aliments. Tous ces produits, même conservés, même de bonne qualité, non frelatés même, mais sont mal exposés sous l'effet du soleil, sous l'effet de toutes les intempéries. On laisse faire. Nous avons des communes qui gèrent les marchés, qui collectent les recettes, mais qui ne se soucient pas du côté de la santé des populations.
Parce que tous les aliments que nous consommons, allez chez les Maïnam à voir, allez chez là où les restaurateurs, on utilise les mêmes huiles, même on fait le tour à côté des huiles de cuisine qu'on a frit, on le met dans des bouteilles, le lendemain on le réutilise, on fait frire encore et les gens ne font que consommer, y compris vous ici à l'Onama, quand vous sortez pour manger à midi, vous consommez cela. Et au vu aussi des autorités qui laissent faire. C'est cette complaisance, c'est ce désintéressement de la santé, c'est ça le problème. C'est vrai, vous avez touché un point, on dit quand ça ne va pas, on va agir pour dire voilà, on va faire quelque chose, mais il n'y a pas de suivi. Notre mal, ce n'est pas le fait de n'avoir pas de texte. Notre mal aujourd'hui dans le domaine de la consommation, c'est que comme dit le docteur, on s'intéresse beaucoup plus aux côtés des intérêts de ceux qui font ce travail que l'intérêt de la population. Et dans toute l'administration, les gens ne veulent pas s'assumer. La plupart, que ce soit des ministres, des directeurs, chacun préfère se soustraire. Et donc, comment voulez-vous? Face à la question cruciale de la santé, cela nécessite aujourd'hui l'État à tous les moyens de faire en sorte que ces produits de mauvaise qualité ne puissent pas traverser le territoire. Il est vrai, c'est difficile, mais on doit sentir cet effort, mais on ne le sent pas. Mais lorsque ça est sur le marché, où les marchés sont sous le contrôle d'une administration, on ne le voit pas. Dans les rues, on le voit, on laisse faire. Nous dénonçons, nous décrions, mais nous disons aux consommateurs d'être vigilants. Parce que c'est la seule vigilance. Le vrai aujourd'hui, ce qui reste, c'est le consommateur qui doit contrôler son propre aliment. Parce que c'est lui qui sort l'argent de sa poche. Et lorsqu'il exécute l'acte d'achat, il doit s'assurer, est-ce que ce produit-là, il l'achète auprès d'un bon distributeur qui le conserve bien ou non. Il ne faut pas qu'il se laisse acheter n'importe quoi. Et c'est la seule façon aujourd'hui qu'il nous reste à nous contrôler. Est-ce que tous les consommateurs ont cette capacité, cette faculté de pouvoir faire ce contrôle? Ce n'est pas le cas. Les jeunes sont abandonnés à l'heure-même, ils achètent n'importe quoi, comme ces sachets que vous voyez d'alcool, et ils se lancent dans une addiction. Et donc, revenons à l'alcool, c'est que l'alcool a beaucoup de méfaits. Un, sur le plan économique, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, s'il y a des entreprises aujourd'hui qui font de l'argent dans ce pays, c'est les entreprises donc brassicole et autres importateurs, et ceux qui font de la fraude. Et c'est un danger même pour la sécurité de l'État. Parce que le fait de laisser des produits toxiques comme ces produits frélatés, de laisser des cigarettes par exemple qui ne sont pas conformes aux normes établies par le ministère de la Santé remplir les étals. Malgré nos interpellations, on laisse faire. Non. Et aujourd'hui, cet argent-là, des milliards que cela engrange, ça peut financer le terrorisme. C'est un danger. Donc au-delà des méfaits sanitaires, sociaux, parce que les alcools aujourd'hui sont à l'origine de combien de problèmes dans les foyers. Aujourd'hui, si seulement nos instituts de statistiques et autres chercheurs menaient des enquêtes, nous, on aimerait bien le faire, on n'a pas le moyen. L'impact de l'alcool sur la qualité de vie, sur vraiment le pouvoir d'achat, je vous assure que peut-être que plus de la moitié des revenus des Tchadiens, de bon nombre même de fonctionnaires, c'est dans l'alcool. Quand on voit l'importance de chiffre d'affaires que génère ce secteur. Donc l'alcool aujourd'hui, il est néfaste à la fois pour la santé, pour l'économie, pour la sécurité du pays et surtout également sur la paix sociale dans les foyers. Donc pour nous, il faut une action effectivement concertée, un engagement, une volonté politique réaffirmée, mais aussi que ça ne soit pas de déclaration d'intention. Mais au-delà de la sensibilisation, il faut que les actions soient menées par les différents acteurs concernés. La santé peut faire l'alerte, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les services de douane s'impliquent, il faut que les services municipaux s'inscrivent, il faut que les agents sanitaires s'impliquent. Et comme ça, je pense que cette action concertée peut changer vraiment beaucoup de choses sur ces cas récurrents des problèmes de produits de mauvaise consommation. Et quels sont là alors les recours possibles en cas d'infraction à la loi sur la protection du consommateur? La loi, elle est là. Nous avons travaillé longtemps. Depuis 2015, nous avons au moins une loi sur la protection des consommateurs. Et ce que je vous dis, le Tchad, c'est pas le fait c'est pas l'absence de loi. Et sur l'alcool, dès 1962, il y a déjà une ordonnance qui réglemente l'alcool. Déjà. Si on avait appliqué jusqu'au bout, on n'aurait pas
ces situations. Même le reliquat de ces textes-là, on aurait dû l'appliquer. Vous avez des bars partout, les produits viennent, n'importe qui devient importateur, fabricant. On a même des usines qui sont là, à Mundou, même parmi ces sachets de produits frélatés, d'autres ne maîtrisent pas. Donc, les recours, aujourd'hui, la procédure existe, mais pour un problème de consommation, il vous faut un avocat pour gérer cela, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de conciliation plus facile pour faire le recours. Et pour un problème de consommation, vous allez traîner peut-être 2 ans avec la lourdeur de la justice. Vous voyez, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la justice pour résoudre ces problèmes. C'est des questions de santé publique et donc d'intérêt général qui nécessitent l'implication, le plein engagement, n'est-ce pas, des pouvoirs publics à vraiment mettre les moyens. Pas seulement dans l'adoption de textes, on a des beaux textes, mais surtout, le grand défi que nous avons, c'est l'application. Et que chacun, à son niveau de responsabilité aussi, s'assume. C'est ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui beaucoup plus. Si ce travail en amont de prévention est fait, si ce travail d'application, de suivi régulier sont faits, de temps en temps, les inspecteurs sanitaires descendent dans les lieux de consommation, les produits qui sont périmés, on les retire, ce qui n'est pas bon, on les détruit, mais le consommateur ne va pas tomber, tombera peut-être rarement sur des produits de mauvaise consommation. Cela lui évitera d'aller faire de recours à la justice, tout cela. La loi a dit, voilà des droits, voilà les produits de quand ces produits alimentaires doivent être vendus, voilà en termes d'étiquetage, on doit avoir telle mention. Et donc, l'État doit promouvoir la démarche qualité pour contrôler, pour faire le travail d'éveil. Et donc, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Il faut que les instances en charge du contrôle des produits alimentaires puissent avoir les moyens de leur politique, puissent avoir les capacités opérationnelles, vraiment techniques de faire le travail, mais qui puissent avoir aussi l'appui de la volonté politique pour qu'il aille jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas d'interférence. Et c'est les conflits d'intérêts aujourd'hui qui empêchent l'application de certaines mesures. D'accord, merci pour cet éclairage. Docteur Nenodji, quelles sont les mesures, en dehors de ce que vous avez cité, quelles sont les mesures prises par l'État ou le ministère ou le programme? Bon, moi je pense que les mesures, d'abord il faut aller selon les priorités. Dans tout acte, il faut d'abord avoir une stratégie qui permettra de savoir qui doit faire quoi. Parce que les actions sont toujours complémentaires. Et c'est dans cette logique-là que le ministère de la Santé, à travers le programme, a d'abord réfléchi sur la stratégie. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, c'est quelque chose qui est décidé communément avec le gouvernement. Parce que vu les conséquences de ces frélatés sur la santé des populations. Donc d'abord, c'était la stratégie. C'était le document de base. Maintenant, en dehors de ça, il faut élaborer les textes, il faut les adopter. Et ça, c'est aussi c'est un processus. L'adoption d'un texte, on ne peut pas l'adopter en une seule journée ou bien en un mois. Et il faut aussi chercher des moyens pour l'appliquer. Moi, je pense que ce qui est fait, c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, si on prend aussi la précaution d'informer, de sensibiliser, et que la population elle-même qui doit aussi prendre conscience sur son avenir. Parce qu'aujourd'hui, si on consomme quelque chose et qu'on sait que c'est un truc qui est toxique et on accepte, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ça soit vraiment, on fasse quand même la police derrière les gens. Dès lors que je sais que voilà, je prends ces substances-là et que c'est toxique, c'est quelque chose qui va me détruire, qui doit détruire mon avenir si j'ai consommé dans l'ignorance, oui. Mais dès lors que je suis informé, normalement, chacun doit prendre conscience. Ça, au moins, ça, c'est le minimum qu'il faut. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'effet sur, comment on appelle là, les soucis. Et moi, je ne pense pas que c'est une solution idéale. Aujourd'hui, j'ai un problème. Voilà, j'ai un problème lié à mon problème de chômage. Ça veut dire que je suis cette catégorie qui a besoin de ressources. Évidemment, des ressources financières pour pouvoir à mes besoins fondamentaux. Et sur ce encore, je viens acheter ces produits qui doivent me détruire encore, qui vont me créer des problèmes de santé ou peut-être la prise en charge engage également un coût. Vous voyez, c'est l'insouciance, pardon. Voilà. Donc moi, je pense que ce n'est pas une solution idéale. Hein. Même si on a un problème, il faut chercher la solution idéale.
Il y a plusieurs solutions. Parce que quand tu prends, par exemple, quand on consomme ces boissons alcoolisées, après avoir consommé, si l'effet d'ébriété finit, le problème est là. On ne résout pas notre problème. Et d'ici quoi, on s'expose également au risque. Donc il y a plusieurs solutions. Donc moi je pense qu'il faudrait que les consommateurs, surtout les jeunes, prennent quand même conscience par rapport à ça. Il ne faut pas tout rejeter sur l'État. Si vous n'êtes pas informé, d'accord. Mais si l'État a pris aussi la précaution de vous informer, il faudrait que les consommateurs aussi prennent leurs responsabilités. Et l'État aussi doit agir. Et c'est comme ça qu'on peut trouver peut-être la solution. Mais si l'État agit, on dit qu'il faut que l'État trouve la solution d'abord à mon problème. Sinon, je vais consommer. Moi, je pense que ce n'est pas bon. Et si l'État interdit l'entrée? Non, mais c'est ça que je disais. Hein. Pour interdire, là, comme on a bien pris, on a bien dit, on peut interdire ici. On peut interdire également l'importation. Mais l'importation, quand on dit l'État, c'est la population tchadienne. C'est les Tchadiens qui sont dans l'État ou bien. C'est eux qui contrôlent l'entrée. Vous voyez, non? Parmi ceux-là, c'est certains même qui laissent aussi entrer. Donc ça veut dire que l'État peut interdire si seulement les frontières ne sont pas poreuses et que c'est fabriqué ici. L'État peut interdire, contrôler. Ça peut aller. Mais dès lors que nos frontières sont poreuses, ça veut dire que même si l'État interdit et qu'il y a aussi la corruption qui est là, il y a tous ces problèmes, ça veut dire que ça va continuer parce que ça serait alimenté par les pays frontaliers. Vous voyez, les autres vont continuer à produire ça. Et s'il n'y a pas un bon suivi comme Daouda l'a souligné, ça veut dire que ça va toujours chuter. Mais moi, je pense que la meilleure solution, c'est la prise de conscience. Et l'État également doit faire son problème. Les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas pour dire que voilà, il faut rester et attendre l'État absolument. Dès lors que je suis informé, je dois prendre ma responsabilité. Ça, c'est ce qu'il le faut, absolument. Et attendre également l'État d'agir. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit être vraiment, agir vraiment dans la performance. Mais si on s'assied pour attendre seulement que l'État qui nous force à ne pas consommer quelque chose qui nous fait du mal, moi, je pense que ce n'est pas normal. Parce qu'on peut faire parfois la police, hein, c'est une volonté politique si elle se manifeste. Par exemple, je donne l'exemple du préfet de la Kabia qui a pris un arrêté pour mettre en place un comité composé de 14 membres qui est chargé d'interdire la consommation, l'importation et saisir tout ce qui est alcool frélaté. Ok, je suis d'accord. Hein. Ça, et avait imposé aux policiers d'amender les consommateurs s'il s'agit d'alcool frélaté. Et moi, je pense que si la population n'est pas suffisamment informée de ces toxicités et qu'on impose, c'est comme si on amène la population à accepter quelque chose qu'il ne comprend pas l'importance. Ouais. C'est vrai que je ne dis pas qu'il n'y avait pas eu de sensibilisation. C'est pour mettre l'accent sur l'importance de la sensibilisation. Même si on prend des textes, il faudrait qu'on explique le danger à la population. Et ça va accompagner l'acte qu'on pose. Ça veut dire que la population elle-même saura que les actes qu'on a pris là, c'est pour son intérêt. Vous voyez, non? Donc s'ils ont pris ces mesures même, il faudrait accompagner par la sensibilisation pour que la population elle-même sache que ce produit n'est pas bon pour sa santé. M. Daouda, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'il faut des actions concertées. La volonté politique demeure le principal axe parce que c'est l'État qui décide, crée le cadre. Et l'État a la mission aussi donc de sensibiliser comme maintenant ça se fait. Tout ce qui est nocif, il est de l'obligation de l'État, dans le cadre de la prévention sanitaire, de dire non, ça c'est pas bon pour la consommation. L'État doit le faire. Les sensibilisations seules ne suffisent pas. Il faut actuellement réglementer, et si c'est réglementé, il faut l'appliquer. Pour l'appliquer, il faut que l'État mette les budgets qu'il faut aux organes qui sont chargés de la mise en œuvre. Dans toute loi, on indique toujours qui est chargé de la mise en œuvre.
Donc si cette instance chargée de la mise en œuvre, quelle que soit sa volonté, n'a pas le budget annuel nécessaire de descendre sur le terrain pour contrôler, ce sera juste donc un bâtiment où les gens sont là assis sans rien. On se rend compte aujourd'hui, beaucoup d'instances en charge de la qualité, en charge du contrôle des aliments n'ont pas les budgets nécessaires. C'est pourquoi ça, ce n'est pas la population qui va le faire. C'est à l'État, lors de l'élaboration du budget, qu'il y ait des activités, qu'on mette les moyens pour accompagner l'application des lois qu'on a prises. On a pris des lois sur la normalisation qui fixent les normes de produits. Où est-ce que nous en sommes? Ça fait aujourd'hui plus de 7 ans qu'on tourne. On a une agence de normalisation qui peine à se mettre à la marche. On a comment on appelle ça, les conseils nationaux de la concurrence qui doivent gérer les règles de concurrence pour qu'il n'y ait pas de fraude, des gens qui ne paient pas les taxes, soit sur le marché ou bien les opérateurs ne soient pas au même pied d'égalité. Cet organe ne marche pas. On a la loi sur la protection du consommateur qui n'est pas opérationnelle parce que le Conseil national de la consommation n'est pas opérationnel. Vous voyez donc, c'est bien d'avoir des lois. Il faut que les organes puissent faire le travail. Il faut que les responsables soient formés, n'est-ce pas, sur ces textes-là. Parce qu'au niveau d'abord central et au niveau régional, au niveau des frontières, pour que la douane, la police, les gendarmes soient aussi sensibilisés sur leurs responsabilités. Parfois, de fois, c'est eux-mêmes qui utilisent ces produits-là. Donc, il faut également toute cette discipline. Mais s'il n'y a pas, on sensibilise ces méfaits. C'est pourquoi je dis pour le moment, c'est le consommateur, certes, qui reste à faire son choix, mais face à ces produits addictifs, vous voyez, et à la crise de l'éducation que nous avons dans nos foyers. Aujourd'hui, la plupart des parents n'accordent pas l'éducation comme il se doit. Donc les enfants sont abandonnés toute à longueur de journée aux télé, à regarder des films n'importe comment et à avoir des mauvaises fréquentations. Donc ils sont abandonnés à ces gadgets et tous les parents ne savent que donner maintenant de l'argent de poche aux enfants. Mais ils ne savent même pas que cet argent de poche, ça sert à faire quoi. Et les enfants se lancent dans ce genre de consommation. Ils commencent 1-2 fois, si c'est 1-2 fois la cigarette, ils deviennent donc sous l'addiction. Et donc la dépendance est là, c'est fini. Donc il devient un alcoolo. À la fin, ce sont ces organes qui sont affectés. Et donc à ce niveau, c'est au niveau des hôpitaux qu'il faut aller. C'est des prises en charge. Est-ce que le Tchad a les moyens de la prise en charge des pathologies liées à tout cela? On n'en a pas. Donc l'État a intérêt, en termes de... Il n'y a pas mieux que la prévention. C'est comme la maintenance de votre immeuble là, très joli qui est là. S'il n'y a pas de maintenance, on ne prévoit pas, on va avoir des casses, des dégâts plus importants. Donc je pense que l'État, sa responsabilité est là. Parce que c'est l'État qui gère. Et il faut que l'État, à chaque niveau, pas seulement adopter les lois, appliquer, suivre, implémenter, comme on dit. Maintenant, la population, oui, c'est un package. Il faut que la sensibilisation marche vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des acteurs chargés de la mise en œuvre, parce que si vous ne le faites pas, c'est les manques, c'est vrai, ça ne pourra pas tourner. Donc, à ce niveau, je pense que c'est un problème. Et puis, les aspects sur la fiscalité, c'est des instruments importants, parce que c'est des produits qui sont nuisibles à la santé et à l'économie même. Donc, il faut avoir une fiscalité adaptée, une réglementation adaptée, des heures d'ouverture bien connues, et dès qu'on arrête, on doit saisir, etc. Si on le fait de façon continue une année, vous allez voir, ça va s'arrêter. Lorsqu'on avait interdit l'utilisation même des simples LEDA dans la ville de N'Djamena, avec un suivi que la maire faisait et la police municipale, on n'en avait pas. On a pu réussir cela. C'est pour montrer que c'est possible lorsqu'il y a la volonté politique et non seulement de prendre l'acte, mais d'assurer le suivi, mais aussi de sensibiliser les gens. Ça, c'est pas bon, ça va détruire les batailles, etc. Tout le monde l'a adopté, tout le monde a félicité. Aujourd'hui, c'est le laisser aller. On laisse et à la fin, on récolte donc ce genre de situation. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Il faut que l'État, dans ses différents organes, puisse vraiment reprendre les choses en main parce qu'il n'y a pas mieux que la prévention. D'accord, je reviens à vous, professeur Kaboro. Pouvez-vous nous présenter des sachets qu'il y a devant vous ici? Oui, bon, mais on a différentes sortes d'alcool. Il y a ici, c'est le rhum, et on appelle ça liberté. Je ne sais pas de quelle liberté il s'agit. Ensuite, là, c'est la vodka. On appelle Prayer. Il y a un footballeur dessus. C'est accompagné d'une propagande qui
qui incite les jeunes à pouvoir prendre ce produit-là. En prenant la vodka, je ne pense pas qu'on peut être un bon joueur de football. Voilà. Et puis ici, il y a du vin rouge qui est fabriqué à Mondo. Là, la plupart des sachets que vous voyez sont fabriqués au Cameroun par 3 sociétés, je crois. Et cela nous arrive de Cameroun et amène à dire que c'est un problème régional. Parce que c'est écrit dessus vente en zone CEMAC. Donc cela montre bien que c'est un problème qui est un problème de la sous-région. Donc il faudrait attaquer le problème à ce niveau-là. Et là, c'est aussi c'est de l'alcool tiré de l'ananas. Et l'alcool à 45, 43% ou 43 degrés, c'est la même chose. Ici, c'est le pastis, dénommé Empire, qui est un apéritif. Ils disent que c'est un apéritif avec anis. Là, c'est les whisky, 3 types de whisky ici. J'ai dit, Leader, Golden et John Walker. Donc, voilà. Et ici, c'est la bière. La Castel, qui est ici à 5,2%. Vous voyez la différence? Là, c'est 5,2% ou bien 5,2 degrés. Mais là... Et les degrés ne sont pas précisés sur le paquet? Non, c'est précisé. C'est précisé. Là, il y a l'alcool de 43 degrés, l'alcool de 45 degrés ici. Cela montre que un sachet comme celui-ci, de 43 degrés, c'est que pour 100 millilitres, dans 100 millilitres de solution de cet alcool-là, vous trouverez 43 millilitres d'alcool. Or, 100 millilitres de bière, vous trouverez 5 millilitres seulement. Vous voyez la différence? Oui. Donc, 100 millilitres de bière Castel, par exemple, c'est 5,2 millilitres. Ici, 100 millilitres de Golden, par exemple, le whisky, c'est 43 millilitres pour 100 millilitres. C'est très fort. Donc, cela montre que il faut un sachet et puis on est KO, comme on dit. Donc, et à vil prix, ce qui fait que les jeunes peuvent s'en procurer facilement. Et puis, bon, il y a une publicité mensongère autour de ces alcools-là. On valorise l'alcool et on dit à ne pas vendre à côté des établissements scolaires. D'un côté, Mais c'est ce qui se fait d'ailleurs. Et puis, or, ça se vend à côté des établissements scolaires. Oui. Et le comportement des enfants dans les salles de classe explique un peu ce genre de choses. Parce que ces enfants qui prennent ça, ils deviennent très agressifs vis-à-vis de leurs professeurs. Alors vous voyez le danger que nous courons avec ce genre de produits qui peuvent être interdits de façon efficace. On ne peut pas interdire l'alcool, comme la bière, par exemple. Ça, on ne peut pas interdire. Mais ça, on peut interdire de façon efficace, comme M. Daoud a dit concernant les leaders. Ça, on peut attaquer le problème, soit à la racine, au niveau de la CEMAC. L'État peut voir ce qu'on peut faire au niveau de la sous-région pour que ces sociétés qui viennent s'implanter, je dirais, en Afrique centrale, ne s'implantent plus. Puisque ce n'est pas l'avantage des États d'avoir ce genre de produits, même si ces sociétés payent des amendes, je crois que cela ne peut pas du tout équivaloir à l'avenir de nos pays, hein, parce qu'il s'agit de la jeunesse. Donc, moi, je crois que il faut attaquer le problème à ce niveau-là, au niveau régional, et puis sur le terrain, il faut également avoir à lutter efficacement contre ce produit-là. Même au Cameroun, le Cameroun est en train de lutter contre la consommation de l'alcool. Il suffit d'interdire ces sociétés-là seulement. Le Cameroun interdit l'implantation de ces sociétés. C'est du ressort du Cameroun de faire cela. Au lieu de lutter à l'intérieur du pays, il faut empêcher que ces sociétés ne viennent s'implanter
dans la sous-région, même en Afrique. Pourquoi? Parce que ces sociétés ne sont pas implantées en Europe. Ces sociétés ne sont pas implantées en Europe. Mais c'est ici qu'ils viennent s'implanter. Vous ne pouvez pas trouver un sachet de score, par exemple, en France ou bien n'importe où, en Italie ou bien en Allemagne. Mais pourquoi en Afrique on a ce genre de produits? Moi, je crois que ce problème, il s'agit de ce problème-là. Il s'agit de cela. Donc, les États doivent essayer de s'entendre pour pouvoir tarir la source de ces produits-là en essayant d'empêcher l'implantation de ces sociétés qui viennent fabriquer l'alcool chez nous ici. Puisque le problème, par exemple, quand on prend le problème des cigarettes, nous-mêmes, nous avons eu notre propre usine de cigarettes. Vous voyez, on valorisait, on parlait de MCT comme étant... Bon, maintenant, la publicité ne se fait plus, heureusement. Mais avant, on faisait la publicité de MCT. D'accord, professeur, nous sommes déjà arrivés au temps qui nous est imparti. Merci bien. Mais voilà, je crois qu'il faudrait voir tout ça déverser sur le marché. Ça n'aide pas les jeunes. Et c'est de l'avenir du pays qu'il s'agit. Il faudrait que les États pensent à l'avenir de nos États, de nos pays, en luttant efficacement. D'accord, merci beaucoup. Madame, vous avez un dernier mot? Ok. Mon dernier mot, c'est d'abord de vous remercier. Remercier l'ONAMA pour l'occasion que vous nous avez offerte. Mais également un message spécial à l'endroit des jeunes qui sont en train de se détruire à cause de cette substance. Donc les jeunes n'ont qu'à vraiment faire très attention. Parce que les frélatés, comme leur nom indique, c'est quelque chose qui est falsifié, quelque chose qui est gâté. Donc ça ne pourra pas vraiment les aider. Donc ils n'ont qu'à vraiment prendre conscience de leur avenir et faire très attention. Merci. Monsieur Daouda? Moi, je profite de l'occasion pour renouveler mon plaidoyer à l'État, au service gouvernemental, de passer à l'action. Voilà, parce que là, nous subissons assez déjà des méfaits de ces produits qui ne sont pas conformes à la consommation. Et ce secteur de consommation nécessite un assainissement total. Et il faut des actions fortes, et pour que ces actions marchent, il faut que l'État mette les moyens, à la fois sur la sensibilisation, mais à la fois sur, n'est-ce pas, le contrôle et la saisie, et la destruction et la réglementation de tous ces produits. Je pense que c'est l'action dont on a vraiment besoin. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé et non à la destruction de la jeunesse. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Merci à nos invités. Au revoir et à très bientôt.